Nous vivons dans le monde des marchands. Nous vivons dans le monde du capitalisme. Nous vivons dans un nouveau paradigme, l'économie. Et je pense que les gens ont oublié comment fonctionnent les choses. Avant d'installer un paradigme dans le monde, pour installer un paradigme, le process se fait en 2 étapes. Première étape, insuffler une idée à un peuple, une idée qui paraît sexy, humaniste, dans l'intérêt des libertés individuelles. C'est sexy, ça donne de l'espoir. Une fois l'étape bien installée dans la tête des gens, on passe à la 2e phase, l'action, et on installe le paradigme. C'est comme ça que fonctionnent absolument tous les grands paradigmes de ce monde. La religion, catholique, islamique et le judaïsme. Toutes les philosophies libérales économiques anglaises, les Lumières, toutes les dérives LGBT, féminisme, Black Lives Matter, tous ces phénomènes sont ce que moi, en tout cas, j'appelle des religions. La démocratie libérale en fait partie. Et dans cette première phase, les amis, vous avez, parce qu'il faut insuffler les idées, vous avez ce qu'on appelle des influenceurs. Ça, les gens, je pense, qu'ils l'ont oublié. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent d'influenceurs comme Taylor Swift, ou bien ils parlent d'influenceurs comme les comédiens que nous avons sur Instagram. Ce process existe depuis la nuit des temps. Et ils changent de nom sans arrêt. Et leurs noms sont adaptés en fonction de la niche d'un marché. À l'échelle d'un pays, aujourd'hui, on parle d'intellectuels. Un peu plus avant, on parlait de physiocrates. Et encore bien plus avant, on parlait de philosophes. Le mot physiocrate, du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, il a été changé aujourd'hui en économiste. Et le problème que nous avons aujourd'hui dans ce monde, c'est que vous voyez ces influenceurs, ils n'ont absolument rien fait dans leur vie, rien. Ils n'ont jamais été soumis au monde réel. Le problème que nous avons avec ces gens, c'est qu'ils vous disent à vous, qui êtes dans la vraie vie, dans le monde réel, ils vous disent comment mieux faire les choses pour améliorer votre monde réel. Ils le font depuis leur salon, ils le font depuis leur bel appartement, leur beau château, leur belle maison, pendant qu'ils délèguent leur terre à des gens qui travaillent difficilement, ils le font depuis l'Internet. Le monde va mal parce que malheureusement, les populations écoutent ces influenceurs. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des économistes, qui ne sont que des influenceurs. Et le process se passe, comme je l'ai dit, le process est le même, mais le nom change en fonction de la niche. Parce qu'on a le même problème aujourd'hui avec les chercheurs. Quand vous entendez Harvard qui dit, ou bien, excusez-moi, Coca-Cola, Apple qui dit qu'ils ont fait une étude avec l'université de Harvard pour savoir si le sucre était vraiment dangereux pour la cervelle. Vous avez vraiment besoin d'écouter, vous avez vraiment besoin de lire ce genre d'études pour savoir que c'est dangereux pour la cervelle? Non. Mais c'est comme ça que fonctionnent les choses. On va voir le chercheur, on va voir le chercheur de Harvard, on va lui dire, écoute, tu écris ici que ce n'est pas dangereux pour la cervelle. Et comme le chercheur a de la légitimité, visiblement, parce que c'est un intellectuel, c'est un influenceur, les gens l'écoutent. Et c'est comme ça que fonctionnent les choses. Et aujourd'hui, on va rester dans la niche de l'argent, de l'économie, et on va essayer de regarder cette vidéo des Échos qui vont essayer de nous expliquer pourquoi ces gens, ces influenceurs, que certaines personnes appellent intellectuels, ont toujours tort. Toujours tort. Des gens qui n'ont jamais fait d'argent de leur vie, mais qui vous disent comment mieux vivre. Warren Buffett en parlait, il parlait de Keynes. Il disait, Keynes, bon, cet homme a essayé de prédire l'avenir, il n'a jamais fait une thune.
Quand il a décidé d'arrêter cette mascarade et de prendre ses billets et de les investir dans les entreprises qui fonctionnaient mieux, il a commencé à faire de l'argent. Les gens, malheureusement, écoutent ces gens. Et Buffett le dit. Buffett dit, je n'ai jamais compris comment on écoutait cette personne alors qu'il n'a jamais réussi à prouver que ses prédictions fonctionnaient. Voilà. Et c'est comme ça qu'on éduque des enfants, on éduque toute une population pour renforcer le paradigme du capitalisme, le paradigme de l'économie. C'est comme ça qu'on éduque ces gens. Donc on va regarder cette vidéo sur les échos. Je suis curieux de voir comment est-ce qu'ils vont nous expliquer ce phénomène où les économistes ont toujours tort, quasiment toujours tort. Moi, j'ai déjà ma petite idée, voyez-vous. On va voir cette vidéo et j'espère ne pas être déçu. Commençons. Que ce soit en 2008, juste avant l'une des plus grosses crises financières du siècle, ou pour anticiper l'inflation en 2022, les économistes sont régulièrement à côté de la plaque. Il faut reconnaître que quasiment tous les économistes, tous les experts sont trompés. 2 économistes d'Harvard reconnaissent des erreurs dans leur modèle économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les chiffres mentent ou qu'on ne leur fait plus confiance? Or, les prévisions économiques prennent de plus en plus de place dans les arbitrages politiques. Fiscalité, retraite, politique d'emploi ou sociale, les sujets sont divers et les conséquences peuvent être importantes. Alors, comment marchent les prévisions économiques ? Est-ce qu'on peut vraiment reprocher aux économistes de se tromper ? Et quels sont les impacts de leurs erreurs ? Pourquoi les économistes se trompent-ils quasiment tout le temps ? Dans cette vidéo, on ne va pas parler de tous les économistes, mais de ceux qui font de la prévision. La prévision s'est développée dès le début du XXe siècle, au moment où la macroéconomie se construit comme un champ scientifique à part entière. À l'époque, on cherchait surtout à prévoir les rendements agricoles, les cycles de croissance ou l'évolution des cours boursiers. C'est ce qu'on appelle des prévisions absolues, que continuent à faire aujourd'hui les banques centrales, le secteur privé, le ministère des Finances, etc. Est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'ils sont en train de parler de prévisions absolues ? Donc, c'est-à-dire qu'on fait de l'absolutisme sur des pays qui sont fondamentalement différents, sur des êtres humains qui sont fondamentalement imprévisibles, sur des êtres vivants, parce que vous avez par exemple le coronavirus, la peste espagnole, vous avez ce genre de maladie, donc vous avez des virus qui sont fondamentalement imprédictibles. Vous avez des innovations qui sortent de nulle part, qui sont fondamentalement imprédictibles. Et vous avez des comiques qui n'ont jamais... On va quand même le répéter, hein, s'il vous plaît, on va quand même le répéter. Moi, je les appelle des comiques. Et le monde se porterait mieux si les gens apprenaient à penser un peu mieux pour eux-mêmes que d'écouter des écervelés. Moi, c'est comme ça que je les appelle. Bon, on va pas non plus être trop méchants, mais on va les appeler des comiques. Et vous avez donc des comiques qui vont faire des prédictions absolues, alors que toutes les variables qu'ils prennent et qu'ils ajoutent dans leur appareil algorithmique sont des variables imprédictibles. On écoute ces gens, on donne tribune à ces gens, on donne du crédit à ces gens. Moi, je vous l'ai dit, ça s'appelle le business de l'influence, rien d'autre, pour justifier l'imposition forcée ou bien soft à l'échelle d'un pays, d'un paradigme, d'une bêtise ou bien d'un paradigme, en bien ou en mal, faut voir, mais d'un paradigme. Mais désormais, c'est une autre sorte de prévision qui occupe beaucoup les universitaires et économistes publics. Il s'agit de prévision conditionnelle ou évaluation des politiques publiques. En fait, ce que ça veut dire, c'est essayer de se mettre d'accord sur « j'augmente le SMIC, que va-t-il se passer ? Je baisse tel impôt, que va-t-il se passer ? J'augmente les taux d'intérêt, que va-t-il se passer ?» Béatrice Cherrier est historienne. Et là, je coupe, excusez-moi, mais vous voyez, quelque chose à prendre en considération. Quand vous analysez l'histoire du monde, restons très simples, restons sur les 300 dernières années. Vous analysez la Révolution française. Il fallait bien que des philosophes des Lumières
justifient tous ces dogmes qu'ils ont énoncés pour justifier la Révolution française. Quand l'Empire britannique est devenu l'Empire britannique, une parcelle de terre, une île vierge britannique, une parcelle de terre isolée d'un grand continent, quand l'Empire britannique est devenu Empire britannique, il fallait qu'il trouve justement un justificatif pour ne pas être si isolé que ça, économiquement parlant. Ils vous ont parlé du libre-échange. Quand vous analysez tous ces paramètres, vous vous rendez très vite compte qu'il faut imposer un paradigme pour que ce paradigme soit imposé. Mais avant cela, le point commun que ces paradigmes ont entre eux, c'est qu'on a imposé un nouveau paradigme qui s'appelle le capitalisme, l'économie, le cumulat de capital. Et donc, quand vous comprenez cela, vous savez pertinemment qu'on est passé à un monde où il y avait encore le sens de l'honneur, il y avait encore le mérite, les gens partaient en guerre au nom d'un roi et avaient du coup derrière ce qu'on appelle la noblesse, les nobles d'épée. Il y avait encore tout un code, moral, de mérite. D'ailleurs, ces gens pointaient très vite du doigt les marchands, les bourgeois, les grands bourgeois, qui étaient considérés comme des nobles de robe, et que Henri IV a très vite accéléré le phénomène avec un certain édit, où il donnait, on va dire, la grâce à ces capitalistes d'être autour de lui, en échange d'une taxe, un soixantième de l'office public administratif qui leur accordait. Le paradigme là a commencé à changer. Ce paradigme est un paradigme où tout se fait au nom de l'argent et du profit. Et quand vous savez que tout se fait au nom de l'argent et du profit, vous comprenez bien évidemment que lorsque ces influenceurs se mettent à parler, eh bien derrière, ils ont été motivés au nom du profit. Donc ils ont dû recevoir un petit pourboire. Et donc comment les gens peuvent écouter ces gens aussi aveuglément quand on sait pertinemment que nous vivons dans un monde où tout s'achète, où tout est excité par de l'argent et du capital, et que potentiellement ces gens, lorsqu'ils s'expriment, eh bien, ils auront su leur billet derrière. Et là, je vais me répéter, en parlant des recherches de Coca-Cola qui essaient de nous dire que le sucre, c'est pas si dangereux que ça, en parlant de Apple qui essaie de nous rassurer au travers des influenceurs, chercheurs scientifiques, qui là, bien évidemment, motivés avec de l'argent, nous dire que l'iPhone et les ondes qui passent, qui sont émises par un iPhone ne sont pas si dangereuses que ça. Adam Smith, qui a été, lui, derrière, motivé pour nous dire que le libre-échange était important pour que l'Angleterre ne se sente pas si isolée que ça. Quand vous savez tout cela, vous devez faire attention à ce que ces économistes vous disent. Et si moi je le sais, comprenez que l'État le sait. Et si l'État donne du crédit aux économistes, c'est parce qu'il essaie de justifier des actions qu'il est en train d'entreprendre. Béatrice Cherrier est historienne de l'économie. Il faut aussi évaluer ce qui a déjà été fait. Donc par exemple, il y a des débats sur le crédit impôt recherche a-t-il marché ? En ce moment, les économistes travaillent, parce que c'est long, toujours on a supprimé l'ISF. Est-ce que ça a fait revenir des grandes fortunes en France, ou est-ce que ça n'a rien changé, etc. Et si l'on reproche... Est-ce que vous avez vraiment besoin des économistes pour trouver le moyen de ramener les grandes fortunes en France ? Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Supprimer les impôts, ils vont en revenir. Et traiter un peu mieux les gens qui travaillent pour qu'il y ait une harmonie sociale entre le travailleur et l'entrepreneur, que tout le monde s'enrichisse et que la France prospère. Vous avez vraiment besoin d'économistes pour faire cela ? Il y a 384 taxes et impôts en France. C'est pas possible. Donc, pourquoi est-ce que je dis cela ? Ramener les économistes, pourquoi ? Pour complexifier le système et trouver où enlever un impôt, où enlever une taxe, pour savoir comment faire en sorte que le riche revienne en France ? On a besoin de ça ? Tout ceci n'est qu'une mascarade. Si les gens pouvaient arrêter d'écouter les économistes, le monde se porterait mieux. Reproche si souvent aux économistes de se tromper, c'est que ces prévisions jouent un rôle de plus en plus important dans les décisions publiques et politiques.
Elles sont au cœur de l'État, au cœur de l'action publique, et on pourrait même dire aussi au cœur de la démocratie, de nos démocraties. Pierre Penet est sociologue, il travaille notamment sur la prévision économique. Il est devenu quasi impossible en fait de faire campagne, on l'a bien vu, sans chiffrer, sans produire des scénarios, des projections à court ou à moyen terme. Et on peut se demander de ce point de vue-là si ces prévisions économiques ne finissent pas par surdéterminer nos choix politiques puisqu'elles sont partout. Alors pour comprendre comment fonctionne cette industrie de la prévision, il faut plonger dans la fabrique des modèles de prévision. La prévision économique, techniquement, ça ressemble à ça. Des modèles mathématiques fabriqués par des hommes et des femmes ayant une formation économique généralement prestigieuse et un bagage... On vous rappellera quand même que l'économie de base est une science molle. On l'a rendue trigonométrique. Incroyable. Et un bagage assez poussé en statistique. Un modèle, c'est un organisme très compliqué, basé sur une multitude de paramètres. Et l'enjeu, ce qui est même assez politique derrière, c'est la théorie qu'on utilise. Et pendant longtemps, les économistes n'étaient pas d'accord sur la théorie et donc sur les modèles pour faire des prévisions. Pour schématiser, les keynésiens, emmenés par l'économiste Lawrence Klein, privilégiaient des modèles comme ça. Des centaines d'équations pour modéliser toute l'économie de manière la plus... Vous vous rendez compte quand même de la mascarade. Le problème de la mathématique, c'est qu'elle n'est pas appliquée, elle est abstraite. Là, on est dans le dur, c'est-à-dire on parle d'humains à l'échelle d'une population. On ne parle pas de 3-4 humains auxquels tu pourrais peut-être mettre en place une formule mathématique. Donc là, on parle d'humains à l'échelle planétaire même. On dépasse même les pays parce qu'on nous parle de libre-échange et de libéralisme économique. Et vous avez des mecs comme ça qui font des formules mathématiques, ayant pour variable des humains à l'échelle du globe terrestre. Oh, Jésus-Christ. La plus exhaustive possible. Leur but, réguler les marchés avec des politiques économiques. À l'inverse, les néolibéraux et leur chef de file, Milton Friedman, privilégiaient des modèles avec peu d'équations parce qu'ils ne voulaient pas intervenir sur l'économie, seulement l'observer. Ah, bah voilà, ça c'est déjà mieux. Ça c'est déjà mieux. Moins d'équations, observer et potentiellement essayer d'expliquer les 3-4 phénomènes. Là, on est sur un mec qui est déjà un peu plus sérieux. Lorsqu'un économiste ne vous parle que de finance, de monétaire, de probabilité, de prévision, de produit intérieur brut, de dette, de finance, de banque centrale, de balance commerciale, c'est un charlatan. C'est un charlatan. Aussi simple que ça. Un économiste, il est censé vous parler de conditions à installer dans un pays pour permettre l'innovation. De conditions installées dans un pays pour parler de création, de valeur ajoutée, au travers de thèses, au travers d'approches, et non de formules mathématiques, et en tenant compte de l'identité d'un pays. C'est tout. Rien de plus. Absolument rien de plus. Par exemple, je sais que Friedman, lui, il critique beaucoup les banques centrales, qui vous dit qu'il faudrait trouver un moyen de supprimer ces humains et de trouver un moyen plus antifragile pour laisser l'économie autonome et du coup, voir comment les gens pourraient innover. Ça, c'est déjà plus sérieux. Une économie, c'est pas des calculs, enfin. Vous avez des humains à l'échelle d'un pays et vous vous contentez de faire des calculs. Plus il vous parle de finance, plus c'est un charlatan. Plus il vous parle de création, plus il vous parle d'innovation, plus il vous parle de conditions dans un pays. Et là, vous pouvez l'écouter. Voilà, tout simplement. Parce que faire de la finance en comparant le chinois à l'allemand avec un français, de quoi tu parles? Mais c'est 3 profils différents en fait. C'est 3 profils différents, donc tu peux pas réduire la chose à des mathématiques. La Chine, elle est capable énormément d'évaluer ses services et faire beaucoup d'argent, avoir une balance commerciale excédentaire. L'Allemand, lui, il n'a pas besoin d'évaluer ses services.
il a une autre manière de le faire parce il performe dans l'innovation et la recherche, dans la qualité, pour lui avoir sa balance commerciale positive. Et tu vas trouver ces genres de conclusions au travers de calculs. Est-ce que tu as même besoin de trouver ce genre de conclusions au travers de calculs? Plus vous parle de finance, plus c'est des charlatans. Dans les années 90, un modèle issu de la nouvelle synthèse néoclassique, on y reviendra, a fini par mettre d'accord les économistes mainstream. Jusqu'à ce qu'une crise vienne percuter les convictions. Cleveland, aux États-Unis. Ici, une maison sur 2 est condamnée. Les propriétaires expulsés, victimes de la crise des subprimes, ces prêts hypothécaires spéculatifs accordés à des ménages trop pauvres qui n'ont pas pu suivre la hausse des taux d'intérêt. La crise de 2008, c'est vraiment une crise de la prévision. Parce qu'effectivement, il y a cette thématique de la crise manquée qui s'est installée dans les esprits, qui reste dans les esprits. Cette idée que les économistes sont, disons, co-responsables de la crise parce qu'ils n'ont rien vu arriver, ils n'ont pas su anticiper. Et les conséquences sont énormes. Krach boursier, effondrement du marché immobilier, faillite de Lehman Brothers, sauvetage à grands frais de banques en Europe, récession. Alors pour comprendre pourquoi les grandes institutions économiques n'ont pas vu venir cette crise, revenons un instant sur la théorie. À l'époque, la nouvelle synthèse néoclassique repose sur 2 piliers. Premièrement, les agents économiques agissent de manière rationnelle. Deuxièmement, ils ont toutes les informations à leur disposition pour agir. De cette théorie découlent des modèles de prévision, notamment celui de la Banque centrale américaine, qui accordait peu de place aux paramètres financiers. Les prévisionnistes américains, à partir de 2005, ils voient qu'il y a un emballement en fait, sur le marché immobilier. Mais ce qui s'est produit, c'est que ces données sont normalisées du point de vue du modèle, c'est-à-dire que l'augmentation des prix du marché immobilier sont interprétées comme le signe qu'il y a une disparition des terrains constructibles, donc des facteurs réels. Et ces prix ne sont pas du tout rattachés à l'innovation financière, à la titrisation et au phénomène des subprimes. Voilà, vous voyez par exemple ce qu'il vient de dire, c'est intéressant. Si vous avez vu le film Big Short, Michael Burry, je crois, c'est lui qui s'est enrichi en milliards d'euros, je pense, milliards de dollars, lors des subprimes. Lui, il était au contact des gens normaux pour se rendre compte qu'il y avait une douille. Il était au contact des gens normaux. Qu'est-ce qu'a fait la Banque centrale et qu'est-ce qu'ont fait tous ces financiers? Des formules mathématiques éternelles pour se rendre compte, pour ne pas au final être capable, pour ne pas au final avoir été capable de voir que ça allait péter. Donc, c'est ce que je dis. Plus il vous parle de formules mathématiques, plus c'est des charlatans. L'autre, lui, il a parlé aux gens et il a parlé avec des personnes normales. Il s'est rendu compte que là, il y avait un crack qui arrivait, que là, il y avait une bulle et que ça allait mal se passer. Pas besoin de faire de formules mathématiques. Faites très attention à ces économistes qui vous parlent de maths. Le cœur du problème. Les dérives du secteur financier n'ont pas été prévues par les modèles et les institutions ne croyaient que certains modèles. L'économie universitaire n'est pas très douée à produire une grande diversité de modèles. C'était pas le cas. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est le problème des économistes. Ils sont, quand je faisais le rapport entre les financiers qui font plein de formules mathématiques et Michael Burry qui lui était au contact des gens, c'est l'une des raisons, c'est l'une des reproches qu'on pourrait avoir, voire même peut-être la reproche principale qu'on pourrait faire aux économistes, c'est qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Ils sont complètement déconnectés du monde réel. Ils sont complètement déconnectés du quotidien des gens normaux. Et cela date depuis plus de 300 ans. Le cas avant la crise. Même peut-être depuis l'âge classique des philosophes. Quand on entend Socrate nous dire... quand on entend... Alors c'est pas Socrate, c'est Platon qui écrivait. Et quand on a Socrate qui nous parle de questionnement et qui ne sait aucunement poser la question sur la classification de Athènes, esclaves, métèques, citoyens, pourquoi cet homme ne s'est pas questionné pour ce qui était du statut d'esclave? Pour derrière, voilà, il a remis quand même en question la démocratie. Pourquoi il ne s'était pas questionné sur le statut d'esclave? Ou bien peut-être qu'il s'était questionné sur ce statut-là,
On ne le sait pas parce que cet homme n'a jamais écrit. Bon, peut-être. Je ne dirai rien. La crise de 2008, et c'est toujours pas beaucoup le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui sont plus prestigieux, qui se publient mieux, qui sont à la mode et qui permettent de faire carrière. Avant la crise de 2008, c'était pas vraiment des modèles qui intégraient les crises financières qui étaient les plus prestigieux, c'était pas ce qui intéressait le plus d'économistes. Cela a empêché la remontée d'alerte par d'autres économistes et par des financiers qui avaient vu les choses s'envenimer, comme ceux qui ont inspiré The Big Short. Triple B's, 0. And then that happens. What is that? That's America's housing market. D'autres acteurs économiques seront par ailleurs mis en cause pour cette crise des subprimes. Notamment, certaines agences de notation accusées d'avoir très bien noté ces produits financiers à l'origine de la crise qu'elles savaient toxiques. Après 2008, les modèles sont réévalués pour mieux prendre en compte la finance. Mais la crise a fait ressortir des débats entre différents courants idéologiques. Et 2 prix Nobel d'économie se disputent les raisons de cette incapacité à prédire la crise financière. Ils ont été incapables de prédire la crise financière parce qu'ils n'allaient tout simplement pas parler aux gens. Ils faisaient des formules mathématiques dans leur chambre. Dans le New York Times Magazine, l'économiste keynésien Paul Krugman pose la question. Comment les économistes ont-ils pu se tromper à ce point ? Pour lui, l'ensemble de la profession s'est égaré car les économistes ont confondu leur beau modèle mathématique avec la réalité. À l'inverse, Robert Lucas, défenseur de la théorie néoclassique, rejette ces critiques. Il estime, lui, que les modèles ne peuvent pas prévoir une chute brutale de la valeur des actifs financiers. Ces débats idéologiques ont pu abîmer, malgré eux, l'image des prévisionnistes. 10 ans après la crise, en France, des économistes universitaires à tendance plutôt libérale constatent une méfiance du public envers leur profession. Ils expliquent que certaines questions économiques sont aujourd'hui relativement consensuelles, d'autres non. Si vous avez suivi le débat par exemple sur le SMIC, il y a des économistes qui vont vous dire ça va être terrible pour certaines entreprises et du coup si vous augmentez le SMIC ça va faire diminuer l'emploi. Et d'autres économistes vous disent ah non parce qu'en fait ça va donner du pouvoir d'achat aux gens donc ils vont consommer donc ça va améliorer les carnets de commandes des entreprises. Les économistes sont pas d'accord sur les effets respectifs de ces 2 mécanismes, mais ils sont d'accord que ces 2 mécanismes existent. Qu'on soit pas tout à fait d'accord sur... On rappellera encore une fois que ces gens n'ont jamais gagné d'argent de leur vie. Jamais. Jamais. Ça a commencé dans l'Ancien Régime. Louis XV qui était entouré de tous ces méfaits, de tous ces comédiens et qui a suscité plusieurs mécontentements du peuple français. Louis XVI, il a payé pour toutes ces conneries. Ces gens n'ont jamais fait d'argent et ils vous parlent de comment un pays va se développer. Jamais. Tu vois, si à la limite, t'es un économiste, je sais pas, on peut prendre par exemple Charles Gave. Lui, il a fait carrière toute sa vie, il arrive à 70 ans passés, bon, voilà, le mec il est fatigué, il se met à écrire, il se met à parler d'économie. Ça va, tu peux écouter. Après, à toi d'apprécier ou non ce qu'il dit, mais tu peux écouter. Parce que lui, il a été sur le terrain, il a réussi à créer de la valeur ajoutée. Bon, lui, c'était au travers de la gestion de patrimoine. Il avait les mains dans le... Tu vois, ça se dit dans le potage. En tout cas, il était dans la prise de risque. Ça va. Le problème, c'est qu'on a 99% des économistes qui, eux, n'ont jamais fait d'argent de leur vie. Ils ont été soit fonctionnaires, soit universitaires, soit en tout cas déconnectés de la réalité. Et ils entourent les preneurs de décision pour leur dire comment arranger les choses et faire en sorte que tout le monde ait une meilleure situation économique. Et ça date de l'Ancien Régime. Comment est-ce que vous voulez que les choses aillent mieux avec une telle configuration sociale ? Ça ne peut pas aller mieux. C'est impossible. D'accord sur le contenu, mais qu'on travaille sur les mêmes modèles, ça veut dire qu'on a une conversation qui est possible. Et ça, ce n'est pas forcément visible par le grand public, car quand il s'agit de prévision, les erreurs qui sont reprochées aux économistes sont parfois simplement dues à une mauvaise compréhension de leur métier. Ce qu'essayent de faire les économistes, c'est beaucoup. Mauvaise compréhension de leur métier, à l'arnaque de leur métier. Ce métier mérite d'être supprimé. Et beaucoup le disent, c'est on n'est pas là pour prévoir.
On est là pour pointer du doigt quand il y a des déséquilibres. Par exemple, ça va être impossible de dire il va y avoir une crise de la dette en France en juin 2025. Voilà, ça, c'est plus crédible. Moi, un économiste qui me dit je ne suis pas là pour prévoir, là, je veux bien l'écouter. Mais si tu te prends pour un devin avec tes formules mathématiques, au final, on n'a pas fait un pas en avant, hein, en reniant la religion pour la science. Hein. On n'a pas fait finalement un pas en avant. C'est pour, au final, nous prédire le futur avec tes formules mathématiques. Au final, tu vois, c'est n'importe quoi. Par contre, sachant qu'il peut y avoir une crise de la dette en France dans ces prochaines années, le rôle des économistes, c'est de créer une boîte à outils qui va permettre de comprendre ce qui se passe quand ça se passe et de comprendre quoi faire dans l'urgence pour essayer d'atténuer ces effets-là. Ça, c'est de la folie. Ça, c'est de la folie. Mais ça excite les gens. Il y a toute une économie sur cette activité de devin. Hein. Et ce n'est pas que dans l'économie. Hein. Tu sais, il y a des centres d'appel dans le Maghreb qui sont détenus par des Français, qui s'en mettent plein les poches, qui font des millions d'euros pour prédire l'avenir à des personnes qui sont complètement désespérées, qui vivent en Occident. Ça a toujours été une économie. Ça excite les gens de savoir quel est le futur, tu vois. Mais c'est de la folie, c'est de l'arnaque. C'est de la folie, c'est de l'arnaque. Personne ne peut prédire le futur. C'est d'ailleurs pour ça que le taux d'intérêt existe. Bon, aussi pour un peu esclavagiser les gens. Mais on a l'intérêt parce qu'on ne sait pas exactement de quoi sera fait demain. C'est aussi leur rôle lorsque surviennent des crises hors de leur radar comme le Covid, dont les conséquences sur l'économie ont été importantes. Et cet aspect de leur métier ne va pas se simplifier. Faire de la prévision conditionnelle, c'est comprendre comment le système économique a évolué et extrapoler à partir de là. Plus vous êtes dans un monde où il y a une incertitude radicale, plus il y a des choses nouvelles qui se passent, de nouvelles technologies, quelles sont les conséquences de l'intelligence artificielle, etc. Crise climatique, c'est des choses qu'on n'a pas connues par définition au XXe siècle qui sont en train de se passer. Plus c'est compliqué d'essayer de prévoir. Crise climatique. J'en peux plus de ce mot, Jésus-Christ. On vit dans une ère interglaciaire. Et ils passent leur temps à nous rabâcher la crise climatique. J'espère qu'ils auront un justificatif dans 100 000 ans quand on entrera dans une ère glaciaire. Hein, j'espère qu'ils auront une justification. J'en peux plus de ce terme. J'en peux plus de tous ces catastrophistes. Ah, mon Dieu. Prévoir en extrapolant ce qui a pu se passer par le passé. Il faut donc s'attendre à ce que les prévisionnistes continuent de se tromper. Certains estiment pouvoir améliorer les modèles existants pour faire moins d'erreurs, tandis que d'autres pensent qu'il faut plus de modèles pour faire face à plus d'incertitudes. Une chose est sûre, la prévision n'est pas une science exacte, mais ce n'est pas une raison pour s'en passer. Mais si, il faut s'en passer. Il faut s'en passer. Si moi j'étais président de la République, je trouverais une place à ces charlatans dans le grand cirque. Je vous mettrais là. Restez là, alignez-vous. Voilà. Faites vos médailles mathématiques, mais ne parlez qu'entre vous. Si vous avez besoin d'une tribune prête à vous écouter, je la mettrai. Ça vous permettra de vous sentir exister. Voilà. Mais pour ce qui est du reste, vous ne parlez pas au peuple français. Voilà. Par pitié, apprenez à penser par vous-même. Par pitié, essayez d'apprendre les choses par vous-même. Par pitié, ne croyez pas que les formules mathématiques résolvent absolument tout. D'accord ? Le problème de la mathématique, c'est qu'elle est abstraite. D'accord ? Par pitié, arrêtez de donner du crédit aux chercheurs, aux économistes, aux philosophes, aux intellectuels. Ces personnes vous parlent de concepts alors qu'ils n'ont jamais mis les mains dans le dur, c'est-à-dire ils n'ont jamais pris de risque en tant que tel. Ils n'ont jamais véritablement essayé d'entreprendre. Donc il faut prendre avec de très grosses pincettes lorsque ces gens s'expriment. Par pitié, donnez-leur moins de crédit. Le monde va mal parce qu'on écoute ces gens aveuglément. Regardez leur palmarès. Que des échecs. Après, ce n'est pas en soi une véritable critique, parce que tu vois, même un entrepreneur, il a juste besoin d'avoir raison une seule fois pour s'en sortir dans la vie. Mais le paradigme entrepreneur-économiste, il est complètement différent, quoi. Entrepreneur, lui, il est là pour changer le monde, pour faire créer de la valeur ajoutée. Économiste, on ne sait pas à quoi il sert. À rien.
Bonne journée.